Les 9 théories les plus terrifiantes de l'univers. Depuis que l'homme existe sur Terre, il s'est interrogé sur la formation de la planète où il naît, vit et meurt, ainsi que sur le reste de l'univers qui l'entoure. Cela a donné naissance à diverses théories, depuis celles qui semblaient les plus logiques et évidentes au départ, comme l'idée que la Terre était plate, jusqu'à la relativité générale d'Einstein, qui a bouleversé la physique comme une locomotive à 300 km/h, donnant naissance aux hypothèses les plus éloignées de l'intuition humaine et qui paraissent absurdes aux profanes et même à de nombreux experts. Comment l'univers s'est-il formé? Pourquoi est-il tel qu'il est? Des dizaines de théories ont tenté de l'expliquer au cours de l'histoire, et certaines ne sont pas agréables ou sont tout simplement terrifiantes. Nous allons consacrer cette vidéo à certaines des théories scientifiques les plus fascinantes sur l'univers, la matière, l'espace et le temps, ainsi que sur l'espace-temps, le modèle inventé par Einstein qui combine les dimensions spatiales et temporelles et qui est si difficile à assimiler. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester à jour avec nos nouvelles vidéos. Numéro 1. La théorie du multivers. Cette hypothèse postule qu'il existe un grand univers appelé multivers, qui est un ensemble composé de différents univers plus petits. On suppose que tous ces univers, ou le multivers, englobent la totalité de CE qui existent, la matière, l'espace, le temps, l'énergie, les lois et constantes physiques qui les expliquent, ainsi que l'information. Les différents univers qui forment le multivers ont reçu les noms d'univers parallèles, univers alternatifs, univers multiples et autres dénominations, tous unis par les mêmes lois de la physique. La théorie n'est pas nouvelle et a été débattue pendant plus de 2500 ans depuis qu'elle a été abordée par les philosophes de l'Antiquité grecque classique. L'idée de plusieurs mondes infinis a été suggérée pour la première fois par Anaximandre, un philosophe grec présocratique du VIe siècle avant J.C. Bien qu'il existe un débat sur la question de savoir s'il croyait en des mondes multiples et si ceux-ci étaient successifs ou coexistants, c'est aux atomistes de la Grèce antique que l'on peut attribuer la première notion de mondes innombrables, en commençant par Leucippe et Démocrite au 5e siècle avant Jésus-Christ, et en continuant avec Épicure, Chrysippe et Lucrèce. Avec le temps et le développement des sciences, le concept a évolué et a été débattu dans divers domaines, y compris la cosmologie, la philosophie, la physique, l'astronomie et les mathématiques. Une partie de la communauté de la physique soutient que, plus qu'une théorie scientifique, le multivers est une notion philosophique, car il ne peut pas être réfuté de manière empirique. Ces dernières années, certains scientifiques ont analysé et interprété des informations pour tenter de présenter des preuves d'autres univers, et il y a eu, au sein de la communauté scientifique, à la fois des partisans et des sceptiques de la théorie. Les critiques soulignent que le concept de multivers manque de vérifiabilité et de falsifiabilité, ce qui est indispensable dans la recherche scientifique, soulevant des questions métaphysiques et insolubles. Le physicien et cosmologiste suédo-américain Max Tegmark et le physicien théoricien et mathématicien américain Brian Greene ont proposé un schéma de classification des univers et du multivers en 4 niveaux. Le niveau 1 considère que les univers alternatifs sont des extensions de l'univers que nous connaissons, et le niveau 2 postule que les univers coexistent avec différentes constantes physiques. Le niveau 3 est un concept de nombreux mondes basé sur des interprétations de la mécanique quantique, et le niveau 4 est un ensemble définitif ou univers mathématique basé sur la théorie du tout ou théorie maîtresse de la physique. Cette théorie du tout est un cadre conceptuel hypothétique et cohérent de la physique qui englobe tout pour relier et expliquer complètement tous les aspects de l'univers. Numéro 2. La théorie de la simulation. Cette théorie postule que tout ce qui existe est une réalité simulée, comme une sorte de simulation par ordinateur. Cela pourrait inclure des esprits conscients qui savent ou ignorent qu'ils vivent dans une simulation. Souvent, la théorie de la simulation est confondue avec la réalité virtuelle. Bien que dans ce concept technologiquement avancé, les environnements, scènes et objets générés par ordinateur créent chez l'utilisateur l'illusion d'être immergé dans un autre monde, mais sont facilement distinguables de l'expérience réelle. En revanche, dans une réalité simulée, il serait très difficile, voire impossible, de la séparer de la véritable réalité. Le caractère controversé du sujet
a suscité de nombreux débats, souvent accompagnés de considérations philosophiques. Le principal défenseur de la théorie de la simulation est le philosophe suédois Nick Bostrom, fondateur de l'Institut pour l'avenir de l'humanité de l'Université d'Oxford et auteur de plusieurs livres sur l'entropie, le risque existentiel, l'éthique de la création de surhumains et les risques de la superintelligence. En 2003, Bostrom a écrit un article dans lequel il a suggéré que nous pourrions être des êtres virtuels vivant dans une simulation informatisée. Depuis lors, des philosophes, des physiciens et d'autres spécialistes ont débattu du sujet. Bostrom a imaginé une civilisation technologiquement avancée, possédant une énorme puissance informatique et n'ayant besoin que d'une fraction de cette puissance pour simuler de nouvelles réalités avec des êtres conscients. Avant Bostrom, la notion de réalité simulée avait déjà été popularisée en 1999 dans le film Matrix. L'idée a des racines dans les traditions philosophiques occidentales et orientales, depuis l'allégorie de la caverne de Platon jusqu'au rêve du papillon de Zhuangzi. Même l'entrepreneur Elon Musk a récemment ravivé l'idée que la réalité est une simulation, en apportant son propre calcul probabiliste lors d'une conférence en 2016, en affirmant que les probabilités que nous soyons dans la réalité fondamentale sont de 1 sur des milliards. Le spécialiste en mathématiques computationnelles de l'Institut de technologie de Californie, Ho-Man Oh, a réfléchi à ce sujet, en soulignant que si la simulation a une puissance de calcul infinie, il n'y a aucun moyen de voir que vous vivez dans une réalité virtuelle, car elle pourrait calculer ce que vous voulez avec le degré de réalisme souhaité. Si cela peut être détecté, il faudrait partir du principe que ces ressources informatiques sont limitées. D'autres scientifiques ont été plus drastiques en jugeant la théorie de la simulation. La physicienne théoricienne, écrivaine et youtubeuse allemande Sabine Hossenfelder l'a qualifiée de pseudo-science et le cosmologiste sud-africain George Ellis a affirmé qu'elle est totalement impraticable d'un point de vue technique. Les protagonistes semblent avoir confondu science-fiction et science. Les discussions dans les bars de nuit ne sont pas une théorie viable. Numéro 3. La théorie des trous blancs. Dans le cadre de la relativité générale, un trou blanc est une région hypothétique de l'espace-temps qui, contrairement à un trou noir, n'absorbe pas la matière, la lumière, l'énergie et l'information, et à laquelle on ne peut accéder depuis l'extérieur. Alors que rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut entrer dans un trou blanc. Stephen Hawking et d'autres scientifiques ont proposé que les trous noirs supermassifs génèrent également un trou blanc supermassif. Pendant plusieurs décennies, on a pensé que les trous blancs étaient une invention improbable de la relativité générale, produit des mêmes équations que les trous noirs, leurs jumeaux stellaires effondrés. Cependant, plus récemment, certains physiciens théoriciens se sont demandé si ces entités supposées de l'espace-temps ne seraient pas l'autre face d'une même médaille. Les experts décrivent un trou blanc comme l'inversion temporelle d'un trou noir, comme la vidéo d'un de ceux-ci reproduite à l'envers, ou de la même manière qu'une balle qui rebondit est l'inversion temporelle d'une autre identique qui tombe. Alors que l'horizon des événements d'un trou noir est un point de non-retour, celui d'un trou blanc est la limite de non-admission, un club tellement exclusif de l'espace-temps que rien ni personne ne peut y entrer. Théoriquement, aucun vaisseau spatial ne pourrait jamais atteindre le bord d'un trou blanc. En théorie, les objets peuvent sortir d'un trou blanc et interagir avec l'espace extérieur, mais comme rien ne peut y entrer, l'intérieur de l'entité cosmique supposée est isolé du passé et du présent de l'univers, et aucun événement extérieur ne l'affecte. D'une certaine manière, il est plus inquiétant d'avoir une singularité dans le passé qui pourrait affecter tout le monde extérieur, note James Bardeen, professeur émérite à l'Université de Washington et l'un des premiers spécialistes des trous noirs. La théorie générale de la relativité d'Einstein a frappé la physique comme un tsunami en 1915. Et plus de 100 ans plus tard, les physiciens théoriciens évaluent encore les conséquences. Les hypothèses d'Einstein ont apporté un message paradigmatique sur une nouvelle nature de la réalité. L'espace-temps se courbe et se plie avec toute la masse des galaxies, des étoiles et des planètes. Et une idée aussi contre-intuitive a laissé perplexes presque tous les physiciens. Il a fallu 40 ans pour comprendre les trous noirs. Et seulement récemment, les gens se sont concentrés sur les trous blancs, dit Carlo Rovelli,
physicien théoricien au Centre de physique théorique de France. Peut-être faudra-t-il moins de temps pour comprendre les trous blancs. Numéro 4. La théorie de l'espace-temps superfluide. La théorie du vide superfluide, connue sous le sigle SBT, Superfluid Vacuum Theory en anglais, est une hypothèse de la physique et de la mécanique quantique selon laquelle le vide physique se comporte comme un superfluide ou condensat de Bose-Einstein. Dans les années 1920, Albert Einstein et le physicien mathématicien indien Satyendra Nath Bose ont publié un article sur les propriétés des photons de lumière. Bose a décrit certaines règles pour déterminer si deux photons devaient être considérés comme identiques ou différents, et Einstein les a appliqués aux atomes d'un gaz, se demandant comment ils se comporteraient sous ces règles. Ainsi, ils ont découvert qu'à très basse température, la majorité des atomes se trouvent dans le même état quantique, le moins énergique possible. L'agrégation des particules dans cet état de minima d'énergie est appelée condensat de Bose-Einstein. En 1995, les physiciens américains Eric Cornell et Carl Wieman ont réussi pour la première fois à refroidir des atomes à leur niveau d'énergie minimum, à seulement 1 millionième de degré Kelvin au-dessus du zéro absolu. C'est eux qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2001. La température atteinte en laboratoire par Cornell et Wieman était bien inférieure à la température minimale détectée dans l'espace. Le condensat de Bose-Einstein obtenu par Cornell et Wieman en laboratoire est un superfluide, un état de la matière caractérisé par l'absence totale de viscosité, ce qui signifie qu'il circulerait indéfiniment dans un circuit fermé sans friction. Il existe une théorie selon laquelle l'espace-temps est un superfluide. L'espace-temps est le modèle mathématique de la théorie générale de la relativité, qui combine les 3 dimensions spatiales avec le temps, en un seul objet continu à 4 dimensions. Selon cette théorie, tous les événements physiques de l'univers se vérifient dans l'espace-temps. Selon Luca Mazzone, de l'université Ludwig Maximilian, et Stefano Liberati de l'École internationale d'études avancées, l'espace-temps n'est pas seulement un cadre de référence contenant des objets physiques comme les galaxies et les corps célestes, mais une substance physique en soi, semblable à un océan d'eau. Selon cette hypothèse, tout comme l'eau est composée d'innombrables molécules et atomes, l'espace-temps contient des particules microscopiques à un niveau de réalité plus profond que ceux que les instruments les plus modernes peuvent capter. La théorie propose que l'espace-temps soit un superfluide à viscosité nulle. Une propriété étrange de ces fluides est qu'ils ne tournent pas en masse comme le fait un liquide lorsqu'il est agité, mais se divisent en vortex, qui dans le cas de l'espace-temps superfluide pourrait être le point de départ pour la formation des galaxies. Numéro 5. La théorie de l'univers cyclical. C'est un modèle cosmologique sur l'origine et la configuration de l'univers défini par le physicien sud-africain Neil Turok et le physicien théoricien américain Paul Steinhardt. Son nom provient du terme ekpyrosis, de l'ancienne philosophie stoïcienne grecque, qui signifie conflagration ou conversion en feu. Dans le stoïcisme, l'ekpyrosis est un feu cosmique qui enveloppe tout et représente la phase contractive d'un cycle éternel de renaissance et de destruction. La théorie ekpyrotique postule la dissolution de l'univers dans le feu et est une alternative au modèle de l'inflation cosmique. Le modèle ekpyrotique soutient que l'univers n'a pas commencé par une singularité, mais qu'il est né de la collision de 2 brânes, des entités physiques hypothétiques de la théorie M ou théorie du tout, qui unifie les 4 forces fondamentales de la physique des particules: la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. L'hypothèse ekpyrotique soutient que l'univers est piégé dans un cycle éternel de naissance, refroidissement et renaissance ardente. Elle tente de répondre à la grande question laissée sans réponse par la théorie inflationnaire du Big Bang. Que s'est-il passé avant la grande explosion? L'explication donnée par la théorie ekpyrotique est que le Big Bang a été un grand rebond, une transition d'une période antérieure de contraction à l'époque actuelle d'expansion. Les événements essentiels qui ont façonné le cosmos se sont produits avant ce rebond, et l'univers continue de rebondir à intervalles réguliers. Selon cette version cyclique, la plupart des modèles cycliques contemporains utilisent les mêmes ingrédients physiques que les modèles inflationnaires. Tout comme le Big Bang, la théorie ekpyrotique décrit avec précision les caractéristiques essentielles de l'univers.
prédisant un univers uniforme, avec des points froids et des points chauds, conformément aux observations du fond cosmique de micro-ondes, CMB, qui ont été confirmées et sont depuis longtemps considérées comme des preuves du Big Bang. Les défenseurs de la théorie ekpyrotique soutiennent que le fond cosmique de micro-ondes est également compatible avec un grand rebond. Un avantage du modèle ekpyrotique, et des modèles cycliques en général, est qu'ils ne conduisent pas à un multivers. Cela est pertinent car lorsque les effets des fluctuations quantiques sont inclus dans le modèle inflationnaire du Big Bang, ils empêchent l'univers d'atteindre l'uniformité que les cosmologistes cherchent à expliquer. L'hypothèse ekpyrotique n'est pas exempte de critiques. L'une d'elles est qu'elle utilise plusieurs idées essentielles de la théorie des cordes, qui suppose que les particules subatomiques, apparemment ponctuelles, sont en réalité des états vibrationnels, un concept qui n'est pas partagé par toute la communauté scientifique. Elle est également remise en question par le fait évident que l'on ne sait pas ce qui pourrait se passer lorsque deux brânes se heurtent. Numéro 6. La théorie du Big Bang. Plus de 90 ans après avoir été proposée par le prêtre et scientifique belge Georges Lemaître, la théorie du Big Bang sur l'origine de l'univers reste la plus universellement acceptée par la communauté scientifique, soutenue par deux observations clés, le fond cosmique de micro-ondes et l'expansion de l'univers. Selon cette théorie, l'univers a commencé à partir d'un point initial qui a donné naissance à la matière, à l'espace et au temps. Lemaître a d'abord utilisé le terme d'atome primitif et la dénomination Big Bang ou grande explosion a été un nom désobligeant utilisé par l'astrophysicien anglais Fred Hoyle pour se moquer de la théorie lors d'une émission de la BBC de Londres en 1949. Selon le modèle standard, le Big Bang a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années. Ce modèle ne traite pas d'expliquer comment l'explosion s'est produite, mais comment l'univers a évolué à partir de la grande explosion jusqu'à entre 300 000 ans et 400 000 ans plus tard, lorsque des atomes stables ont commencé à se former et que le cosmos est devenu plus transparent. La théorie du Big Bang est l'hypothèse cosmologique prédominante pour les époques les plus anciennes de l'univers connu et pour son évolution ultérieure à grande échelle. Le modèle standard postule qu'au début, l'univers était dans un état de densité et de température extrêmement élevés, puis a commencé à s'étendre. Après son expansion initiale, l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre la formation des premières particules subatomiques et, plus tard, des atomes. D'énormes nuages de ces éléments se sont ensuite assemblés par attraction gravitationnelle pour former des planètes, des étoiles, des galaxies et d'autres entités cosmiques. Après le Big Bang, et cela ne fait plus partie de la théorie de la grande explosion, l'univers a commencé à subir un refroidissement et une expansion progressifs, dont le développement ultérieur s'est basé sur des processus observés en physique des particules. Depuis que Lemaître a observé qu'un univers en expansion constante devait remonter dans le temps jusqu'à un point d'origine unique, la majorité des scientifiques se sont appuyés sur son idée d'expansion cosmique. L'idée de l'expansion a connu son grand tournant en 1929, lorsque Edwin Hubble a conclu que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, en se basant sur l'analyse de leur décalage vers le rouge. La théorie du Big Bang a vaincu la théorie de l'état stationnaire défendue par Hoyle, l'homme qui, malgré lui, a fourni à la cosmologie l'une de ses expressions les plus utilisées. Numéro 7. La théorie de l'état stationnaire. La découverte de l'expansion de l'univers par Hubble a conduit des scientifiques sceptiques vis-à-vis du Big Bang à proposer la théorie de l'état stationnaire. Selon cette théorie, la réduction de la densité due à l'expansion de l'univers est compensée par une création continue de matière. La théorie de l'état stationnaire est issue du principe cosmologique parfait, qui soutient que l'univers doit apparaître identique pour tout observateur situé n'importe où dans l'espace. Comme la version parfaite du principe inclut le temps, l'univers ne présente pas seulement le même aspect depuis n'importe quel endroit, mais aussi à n'importe quel instant. Ainsi, l'hypothèse postule un univers aux propriétés générales constantes, tant dans l'espace que dans le temps. Le premier à conjecturer une cosmologie d'état stationnaire fut le physicien, astronome et mathématicien britannique James Jeans, qui dans les années 1930 lança l'idée d'une création hypothétique de matière. En 1948, l'idée fut revue par Hoyle et les Autrichiens Thomas Gold et Hermann Bondi
entre autres. Les calculs montraient que la notion d'un univers statique n'était pas possible pour la relativité générale, et Hubble avait démontré que l'univers était en expansion. Les défenseurs de l'état stationnaire admettent que l'univers est en expansion, mais qu'il ne change pas de densité, et celle-ci se maintient constante dans le temps. Plus tard, on a découvert qu'en 1931, bien avant Hoyle, Gold et Bondi, Einstein avait envisagé un modèle d'univers stationnaire en expansion, bien qu'il ait rapidement abandonné l'idée. Les problèmes avec la théorie de l'état stationnaire ont commencé à apparaître à la fin des années 1960, lorsque les observations ont commencé à montrer que l'univers était en train de changer, avec la découverte de quasars uniquement dans les galaxies les plus éloignées et non dans les plus proches. La preuve la plus concluante est arrivée en 1965, avec la découverte du fond diffus cosmologique de micro-ondes. Dans un modèle d'univers stationnaire, ce fond aurait toujours été identique, sans raison d'exister pour une radiation de fond aux caractéristiques thermiques. Justifier la radiation de fond dans un univers stationnaire nécessiterait d'accepter l'existence de particules de longueur millimétrique dans le milieu intergalactique absorbant la radiation produite par des sources galactiques très lumineuses, une hypothèse extrêmement forcée. Cependant, la théorie de l'état stationnaire a encore quelques défenseurs notables, comme l'astrophysicien indien Jayant Narlikar, qui, en collaboration avec Fred Hoyle, a formulé la théorie de Hoyle-Narlikar, proposant une synthèse entre la théorie de la relativité d'Einstein et le principe de Mach. Numéro 8. La théorie des planètes boucle d'or. Boucle d'or est une expression courante utilisée pour désigner une exoplanète située dans la zone habitable d'un système stellaire. Souvent, le terme est utilisé pour faire référence à des planètes analogues à la Terre en taille ou en quelque autre paramètre important. Le nom vient du conte de fées écossais Boucle d'or et les trois ours, dans lequel une fille choisit toujours l'option intermédiaire, rejetant les extrêmes, car elle s'avère être la plus appropriée. Suivant cette référence littéraire, une planète boucle d'or ne devrait être ni trop proche ni trop éloignée de son étoile hôte pour exclure la vie telle que nous la connaissons. Par exemple, dans le vieux système solaire, ni Mercure ni Pluton, quand ils n'avaient pas encore été déclassés, ne pourraient être des planètes boucle d'or. Les planètes boucle d'or sont d'un intérêt évident pour les recherches, qu'elles soient à la recherche de vie intelligente ou non, ou qu'elles cherchent à identifier d'hypothétiques futurs foyers pour l'espèce humaine. La découverte de planètes boucle d'or extrasolaires aiderait à affiner les calculs de l'équation de Drake, une formule qui tente d'établir les chances d'existence de civilisations extraterrestres intelligentes, et l'un de ses composants est la proportion de planètes pouvant abriter la vie dans un système stellaire. Les estimations basses du nombre de planètes boucle d'or capables d'abriter la vie telle que nous la connaissons favoriseraient l'hypothèse de la Terre spéciale, qui postule que la vie terrestre a été le résultat d'une série d'événements uniques ou très improbables. Des estimations élevées renforceraient la théorie de la médiocrité copernicienne, car un grand nombre de planètes boucle d'or indiquerait que la Terre n'est pas particulièrement exceptionnelle. La recherche de planètes boucle d'or était l'un des principaux objectifs de la mission Kepler, un télescope spatial lancé par la NASA en 2009 pour observer et étudier les planètes extrasolaires situées dans les zones habitables de leur système. Les dernières estimations de l'observatoire Kepler, avant d'être abandonnées en 2018 pour cause de carburant épuisé, prédisaient l'existence de plus de 40 milliards de planètes boucle d'or, rien que dans la Voie lactée, dont 11 milliards orbitent autour d'une étoile semblable au Soleil. Ces chiffres suggèrent que la planète analogue la plus proche de la Terre pourrait se trouver à seulement 12 années-lumière du système solaire. Numéro 9. La théorie des neutrinos stériles. Le neutrino, dont le nom signifie « petit neutron », est une particule subatomique fermionique sans charge, avec un spin ou moment angulaire de 1,5. Depuis sa découverte en 1956, il a fait l'objet d'une controverse pour savoir s'il possédait une masse ou non. Depuis le début de ce siècle, sur la base d'expériences menées au Canada et au Japon, on sait que, contrairement aux modèles électrofaibles, les neutrinos ont une masse infinitésimale et très difficile à mesurer, équivalente à 1/1000e de celle d'un atome d'hydrogène, l'élément chimique le plus léger. Une théorie postule qu'il existe des neutrinos stériles qui ne participent pas à 3 des 4 interactions fondamentales du modèle standard de la théorie quantique, à l'exception de la gravité.
Ces trois interactions ignorées par les neutrinos stériles sont l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Le terme « stérile » les distingue des neutrinos ordinaires connus dans le modèle standard, qui participent aux interactions faibles. Ces neutrinos ordinaires sont de chiralité ou latéralité gauche, c'est pourquoi ils sont appelés gauchers. On pense que les neutrinos stériles sont de latéralité droite. La recherche de neutrinos stériles est un domaine très actif de la physique des particules, car leur existence pourrait aider à expliquer des phénomènes jusqu'à présent inexplicables, comme la matière noire. Cette forme hypothétique de matière, que l'on croit être la plus abondante dans l'univers, est appelée noire parce qu'elle ne semble pas interagir avec le champ électromagnétique, ce qui signifie qu'elle ne reflète, n'absorbe ni n'émet de radiation électromagnétique, ce qui la rend très difficile à détecter. Les neutrinos stériles pourraient également contribuer à expliquer la baryogénèse et l'électromagnétisme noir, un type théorique d'électromagnétisme qui pourrait être lié à la matière noire. En 2018, des physiciens de l'expérience américaine Mini-Boone ont créé une attente dans la communauté scientifique en annonçant des indices de neutrinos stériles. Cependant, 3 ans plus tard, il n'y avait toujours pas de preuve de la particule. Comme l'a dit un scientifique, supposons qu'elle existe. Si certains sujets de cette vidéo, comme la relativité générale, vous ont semblé un peu difficiles, ne vous inquiétez pas. Le Danois Niels Bohr, ami personnel d'Einstein et lauréat du prix Nobel de physique en 1922, pour ses contributions à la compréhension de l'atome et de la mécanique quantique, était professeur à l'université de Copenhague. Une anecdote raconte qu'une fois, un étudiant a demandé à Bohr d'expliquer la théorie générale de la relativité de manière simple et compréhensible. On dit que Bohr a répondu à son étudiant de continuer à chercher et que s'il trouvait quelqu'un capable de lui expliquer le sujet de manière simple, de venir lui expliquer à lui aussi. Après tout, la relativité générale est considérée comme l'acte d'intelligence humaine le plus grand de l'histoire de l'humanité. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez le partager avec nous dans la section des commentaires. Aimez cette vidéo et envoyez le lien à vos proches et à vos meilleurs amis pour qu'ils en sachent également plus sur les 9 théories les plus terrifiantes de l'univers. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Rappelez-vous, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. Cette vidéo est un rappel que, au-delà de notre perception de la réalité quotidienne, il existe des dimensions profondes et mystérieuses de l'existence qui échappent souvent à notre compréhension. La science nous offre des théories fascinantes sur la nature de l'univers, comme la possibilité de multivers, de réalités simulées et de trous blancs. Mais ces idées ne sont pas seulement des concepts scientifiques. Elles nous invitent également à réfléchir à la nature de notre propre existence et à notre place dans l'immensité du cosmos. La spiritualité, tout comme la science, cherche à explorer les vérités profondes de notre être et de l'univers. Elle nous incite à regarder au-delà de l'apparence des choses, à questionner notre réalité et à chercher un sens plus profond à notre vie. Les théories scientifiques que nous avons abordées dans cette vidéo peuvent sembler étranges et contre-intuitives, mais elles résonnent avec les questions spirituelles que l'humanité se pose depuis des millénaires. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la nature de la réalité? En explorant ces théories, nous ne faisons pas que plonger dans les mystères de l'univers. Nous nous connectons également à quelque chose de plus grand, de plus profond. Nous nous souvenons que notre réalité perçue est peut-être bien plus complexe et merveilleuse que ce que nos sens peuvent appréhender. Cela nous encourage à élargir notre vision du monde, à embrasser l'inconnu avec curiosité et humilité, et à reconnaître que la quête de la vérité est autant un voyage spirituel qu'une exploration scientifique. En fin de compte, ces réflexions nous rappellent que nous sommes des participants actifs dans l'univers, capables de contempler les mystères de l'existence et de chercher un sens plus profond. Que ce soit par le prisme de la science ou de la spiritualité, l'essentiel est de continuer à questionner, à explorer et à s'émerveiller devant la grandeur et la complexité de l'univers. Cette vidéo n'est qu'une étape dans ce voyage de découverte, un rappel que l'univers est vaste, mystérieux et plein de possibilités qui dépassent notre imagination.